qu'on va avoir un complément avec vous, puisque votre sujet va nous remplacer dans les questions très scientifiques. En tous les cas, merci d'être là. Et ce sera la partie finale du côté droit, enfin du registre droit, avant la partie épistémologique, hein, puisque Léo Koustelec aime se présenter comme épistémologue. Juste une parenthèse, je vais vous faire une confidence. S'il n'est pas là, c'est pas qu'il n'avait pas la volonté, mais il se présente aux élections. Et donc, on aura peut-être un épistémologue à l'Assemblée nationale. Il y en a déjà un dans la tradition, Pierre Yop. Peut-être qu'on aura un deuxième. Voilà, ça va lui porter chance d'être à distance ce matin. Merci en tout cas d'être là. Merci Emmanuel Hirsch, merci Frédéric Coulet pour votre invitation, merci aux organisateurs. Alors pour essayer de respecter mon temps, je Pas vais... plus respectable. Juste une information, juste Ah oui, pour pardon. vous donner l'aisance de la parole. Je vais vous annoncer une très bonne nouvelle. Parce que finalement, on peut aussi annoncer de très bonnes nouvelles, même si on évoque la pandémie et ses risques de rebond. La très bonne nouvelle, c'est que vous serez tous invités à déjeuner avec nous, ce qui nous permet de prendre un peu plus de temps. Ça vous évitera d'aller à gauche et à droite, hein, c'est à l'étage du dessus. Je dis là, évidemment, il y aura des regrets pour les gens qui sont à distance, parce que le déjeuner ne sera pas virtuel. Mais si on prend un petit peu de retard, il n'y a aucun problème, hein. Donc sentez-vous tout à fait à l'aise, puisqu'on sera sur place. Donc il suffira de monter un étage, et en 3 quarts d'heure, on aura déjeuné. Vous verrez, ça sera délicieux. Merci beaucoup donc, pour ce confort que vous m'offrez, dont j'essaierai de ne pas abuser. Alors, l'urgence, l'incertitude sont, depuis hier, aujourd'hui encore, et ces 2 dernières années, les caractéristiques de la crise sanitaire, quels que soient nos champs disciplinaires. L'urgence et l'incertitude caractérisent tant le processus décisionnel appliqué à la gestion de cette crise sanitaire en Europe, puisque c'est sous cet angle que je l'envisage, mais aussi quant à la qualité, la solidité et la rigueur de la production des données scientifiques. Les données scientifiques sont et demeurent au cœur du système de réponse et de réaction de l'Union européenne à la crise sanitaire. Et pourtant, quand bien même j'ai choisi ce terme de quelle est la place des données scientifiques dans ce système, il faut reconnaître et admettre d'emblée que ce terme données scientifiques est une notion relativement floue, puisque, en tout cas pour mon intervention, je l'utiliserai à la fois pour désigner, et je le préciserai, des travaux de recherche, ceux qui mènent aux essais cliniques, les vaccins, mais aussi pour désigner l'évaluation scientifique de ces travaux. Et ces données scientifiques sont plus ou moins institutionnalisées selon les auteurs et les acteurs y conduisant. Ces données scientifiques, notion floue, qui s'envisagent aussi dans un contexte européen où émerge à peine, en tout cas depuis 20 ans, l'espace européen de la recherche. Alors, les traités garantissent la liberté académique, c'est l'article 13 de la charte, et prévoit, c'est l'article 179 du traité FUE, une libre circulation des chercheurs, et c'est intéressant, qui doit s'épanouir dans cet espace européen de la recherche, en garantissant certes la mobilité, mais aussi en favorisant le développement et la compétitivité de ces chercheurs, et en promouvant, selon des compétences retenues que Benoît nous signalait tout à l'heure, une action de la recherche qui soit nécessaire à l'action de l'Union européenne. Et c'est la raison pour laquelle il était important de commencer par bien identifier quel est le champ de l'action de cette Union européenne. Alors, la place des données scientifiques dans le système européen de réponse aux pandémies pose plusieurs questions, et je vais m'en poser au moins 2. La première, c'est la question de l'autorité de la recherche et des données scientifiques en droit de l'Union. Est-ce que le droit de l'Union reconnaît on sait que les données scientifiques éclairent la décision publique, c'est un terme qui a été régulièrement utilisé, mais la question que je pose, c'est dans quelle mesure cette reconnaissance, voire cette intégration des données scientifiques par le droit de l'Union dans le processus décisionnel de l'Union ne sont pas en mesure d'altérer l'autorité de ces données. Dans quelle mesure l'intégration et la reconnaissance de ces données dans le processus décisionnel, j'en donnerai des exemples, ne peut altérer l'autorité même de ces données, en particulier dans ses caractéristiques de principe que sont l'indépendance ou encore l'excellence scientifique. Et tout cela s'apprécie en considérant que ces questions relatives aux données scientifiques, si l'on prend l'exemple de l'autorisation de mise sur le marché, s'inscrivent aussi dans la réalisation d'un marché intérieur. Et donc, où interviennent des questions d'intérêt économique et par ailleurs, tout aussi importantes, sinon plus à mes yeux, des questions de protection des droits et libertés, les différentes contre-mesures médicales ayant été adoptées, portant des atteintes importantes à ces droits et significatives à ces droits.
La deuxième question que je me poserais, c'est la question de la légitimité de la représentation de ces experts scientifiques et de cette expertise au sein du processus décisionnel de l'Union. Qui sont ces experts? Qui produit ces données scientifiques? Par qui sont nommés ces experts, hein? Comment sont-ils reconnus, identifiés, désignés? Et quels sont et comment sont imposés les principes d'indépendance et d'excellence qui ont été rappelés à différents échelons aujourd'hui et hier. Enfin, je me demanderais toujours dans cette question quant à la légitimité de ces données scientifiques dans l'architecture institutionnelle de l'Union, la question de savoir si la représentation existante de cette expertise dans l'architecture, dans le mécanisme institutionnel de l'Union, quelle est la contribution de cette reconnaissance, de cette représentation à la légitimité politique même de l'Union, voire à l'idée de démocratie, alors je parle d'idée, on verra comment le développer, de démocratie sanitaire au niveau de l'Union. Et ce, à l'heure où précisément l'Europe de la santé est envisagée comme étant une priorité. Alors deux temps, le premier temps porte donc sur la reconnaissance de l'autorité normative des données scientifiques dans le processus décisionnel de l'Union. Les données scientifiques sont reconnues comme un fait normatif de la décision publique. Elle vise certes à appuyer, éclairer, mais aussi à justifier, donc à fonder des décisions. Le droit, et là j'en reviens au temps normal, le droit hors temps de crise, le droit européen reconnaît la science, bien sûr, reconnaît la science et ses données comme un fait justifiant la nécessité d'une décision. Et le droit européen le reconnaît d'autant plus que les décisions interviennent dans un domaine jugé complexe, technique, et d'une technicité telle qu'elle confie, que ces institutions européennes, on verra la Commission en particulier, confient l'analyse scientifique à des experts, à des groupes d'experts rattachés à la Commission ou à des agences érigées en ce sens. De façon générale, dans les traités, le droit de l'Union reconnaît donc, tient compte des données scientifiques et techniques disponibles. L'Union européenne doit le faire, par exemple, de façon générale en matière de l'environnement, de protection de l'environnement. Et de façon générale, ce sont les dispositions de l'article 114 FUE, la Commission, lorsqu'elle doit produire une harmonisation législative touchant aux questions de santé au sein de l'Union européenne, elle doit tenir compte de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Donc oui, les faits scientifiques sont bien des éléments objectifs contribuant à une décision en tant que fait, donc contribuant à une décision publique. Ces éléments scientifiques sont appréciés au moment de l'adoption de l'acte. Il ne s'agit pas donc d'une appréciation rétrospective de l'efficacité d'un médicament, par exemple, au moment où tel inconvénient ou tel dommage aurait été causé. L'appréciation se fait au moment de l'acte et surtout les données doivent être probantes, c'est-à-dire contribuer à établir sur la base de connaissances scientifiques certaines que le risque est certain. Et ça, c'est le principe de précaution qui a permis de l'établir. Probante, cela signifie donc qu'il faut pouvoir évaluer la survenance d'un risque sanitaire en se basant sur des données suffisamment précises, voire chiffrées, mais aussi sur des données appropriées, c'est-à-dire appropriées au regard, évidemment, de l'objectif poursuivi, de la recherche. Donc, il y a une idée d'efficacité ici qui est clairement envisagée. La Commission a l'obligation de les récolter. La Cour de justice rappelle régulièrement ces obligations incombant à la Commission dans ce cadre. Et le caractère approprié des données vise à éviter ce que certains qualifient de bruitage scientifique qui, par ailleurs, peut troubler la communication sur ces données. Les décisions publiques sont, au sens du droit de l'Union, guidées par l'évolution des connaissances scientifiques et le fait scientifique est bien une condition matérielle, par exemple, de l'octroi ou du retrait d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament au sens fixé dans les directives. Alors, on peut se poser la question maintenant, puisque nous avons envisagé cela en temps normal, il y a déjà ces mécanismes qui visent à tenir compte et à évaluer ces données scientifiques
pour délivrer une décision publique, on peut se poser la question de savoir si cette vérité ne serait pas altérée, hein, c'est-à-dire la production de la donnée scientifique qui permet d'établir la veritas iuris, hein, donc l'idée qu'une décision soit justement fondée. Eh bien, la question est de savoir si cette vérité n'est pas altérée par l'accélération des procédures, l'urgence dans laquelle le processus décisionnel de système de réaction rapide est apprécié. Benoît l'a rappelé tout à l'heure, si l'on prend l'exemple des autorisations de mise sur le marché dites conditionnelles, on voit bien que ces autorisations de mise sur le marché sont des procédures dérogatoires qui peuvent s'appuyer sur des données scientifiques qui restent la condition, c'est bien pour ça qu'on les appelle conditionnelles, hein, à l'autorisation de mise sur le marché, mais des données qui peuvent être complètes. Alors évidemment, le droit de l'Union, un règlement en particulier, prévoit tout un tas d'exigences pesant sur le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché, des exigences qui visent à qualifier le rapport bénéfice-risque positif, qui visent aussi, par exemple, à ce que le demandeur puisse probablement compléter ses données cliniques ultérieurement. Donc, je ne fais pas l'ensemble il y a 4 conditions cumulatives qui vont préciser les obligations qui en servent et qui constituent autant de garanties quant au caractère incomplet de ces données. Alors, les données scientifiques demeurent dans ce système dérogatoire et spécifique des conditions d'autorisation de mise sur le marché et donc ne sont pas remises en cause a priori par ce processus, en tout cas tel qu'il est entendu par le droit européen. L'autorité normative de la science, en cela, serait respectée dans le cadre du droit de l'Union. Mais se pose encore la question de savoir si la représentation, c'est-à-dire la place qu'occupent les experts ou les chercheurs dans le système institutionnel de l'Union, contribue à renforcer la légitimité du système décisionnel européen et ou à décliner la légitimité de ses propres experts. Alors, pour répondre à cette question, plusieurs temps. D'abord, répondre à la question, est-ce que ces scientifiques sont représentés et où ? Alors, l'architecture institutionnelle de l'Union est un peu compliquée et même en tant qu'européaniste, lorsqu'on essaye de comprendre comment sont composés et où trouver ces comités, c'est une véritable gageure. Alors, je vais essayer non pas d'être exhaustive, mais vous montrer un petit échantillon du brouillage institutionnel, hein, pour reprendre des termes repris par la Commission européenne elle-même, et de brouillage institutionnel et de la fragmentation, et ça c'est plus grave, de l'analyse scientifique qui peut en découler. Alors, je ne peux pas le citer entièrement ici, mais tout d'abord, il faut rappeler qu'il y a une décision du Parlement européen et du Conseil. Alors là, je ne rentre pas du tout dans les termes de droit, mais c'est passionnant en termes de légitimité politique. Quel type d'acte est adopté pour organiser justement cette politique et cette organisation de la recherche en cas de crise sanitaire. Donc, une décision de 2013 qui est relative à la menace transfrontière grave sur la santé, qui va prévoir un comité de sécurité sanitaire qui existait déjà depuis 2001, mais sous une forme informelle, réunissant des organes, des représentants des États membres et dont le mandat a été renforcé depuis, et un SAPR, un système de surveillance et d'alerte précoce épidémiologique qui est coordonné par une agence de l'Union européenne, qui est le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, le ECDC, parce qu'en plus on retient les sigles en anglais et non pas en français. Toute la littérature, en tout cas tous les documents de la Commission d'ailleurs, sont en anglais. Ce système-là va prévoir, donc je passe sur le détail, mais va montrer comment les agences, un système d'alerte et la coopération entre les États membres est susceptible de favoriser un meilleur contrôle et prévention des maladies, et comment ce système d'alerte précoce et de réaction va plus particulièrement favoriser un rapide échange des informations entre autorités de santé nationales en coopération avec l'OMS.
Ce système encore fait partie d'un réseau, enfin est un élément du réseau de surveillance épidémiologique des maladies transmissibles. Et ce qui était intéressant là, me semble-t-il, c'est que la Commission est en mesure d'établir une liste des maladies répondant, elle le fait depuis une décision de 2018, répondant donc ou entrant dans le champ de ce réseau de surveillance. Et à cette échelle, elle va donc fixer des définitions de ces maladies placées sous surveillance qui favorise la comparabilité, la compatibilité des données scientifiques au niveau européen. Elle va pouvoir commander aussi des évaluations, etc. Le tout dans le cadre d'une plateforme régie par le CDC. Je passe, si peut-être en signalant une réforme de 2019 qui va favoriser 2 nouveaux modules sur cette plateforme qui visent à favoriser le partage de la documentation pertinente sur ces maladies, également qui visent à partager des informations contextuelles qui ont été très utiles justement pour apprécier l'évolution de la Covid dans les différents États membres de l'Union. Autre comité significatif qui existe de façon permanente et qui n'ont pas été créés spécifiquement pour la Covid, mais qui ont été créés en réaction aux différentes crises citées tout à l'heure, la crise de l'ESB par exemple, la grippe aviaire. Donc, dans le cas d'une décision de la Commission qui va clarifier un peu ces comités, que l'on peut citer le comité de la sécurité pour la protection des consommateurs, et parce que ça l'architecture institutionnelle a été simplifiée malgré tout, et un comité scientifique pour l'examen des questions de santé, d'environnement et de risques émergents. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qui siège dans ces comités. 19 membres, si je prends le dernier, le plus pertinent pour nous, 19 membres c'est une commission qui est donc restreinte à 19 membres, donc ce n'est pas autant que de représentants par les États membres, on n'est pas dans un système à la commission. Qui sont nommés bien sûr selon des critères d'excellence scientifique, c'est la décision 2015 de la Commission qui le précise, avec des exigences en termes de répartition, en tout cas d'équilibre assez flou, assez général, d'équilibre géographique, d'équilibre des genres et surtout de bonne répartition des caractères multidisciplinaires nécessaires à l'analyse scientifique fournie. Je passe, donc c'est à la demande de la Commission, ça c'est important, que ce comité peut émettre des avis qui conduisent notamment à l'évaluation complète de ces risques. Pour la crise de la Covid, 3 comités, 3 panels, 3 groupes d'experts plus particulièrement ont été organisés pour répondre à cette question de la Covid, et je citerai celui relatif, alors il y en a un qui envisage les impacts de la Covid sur l'égalité des genres dans le droit de l'Union, un autre qui s'intéresse aux questions du certificat Covid, et un panel qui est sous l'égide de la DG Santé et de la sécurité des consommateurs, DG Santé, pardon, et qui va assister la Commission dans la mise en œuvre de la législation de l'Union et la préparation de ses programmes et de sa politique. Alors, ce comité d'experts va aider à la formulation des mesures et des réponses au Covid. Il va identifier et chercher à atténuer les lacunes et les incohérences liées à ces différentes mesures en Europe. Et ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'il va travailler en coordination avec le CDC, donc ce fameux centre européen qui est de prévention et de contrôle des maladies transmissibles. Ce groupe d'experts, contrairement aux autres, et on voit là l'impact de l'urgence, c'est-à-dire que la désignation des experts n'a pas suivi un appel à candidature, alors même que cela est une condition exigée par justement cette décision de 2015 pour garantir la transparence et l'excellence scientifique. Sur ce point, j'aimerais juste, alors ces comités, ils sont très nombreux, c'est une pratique assez commune en droit de l'Union, notamment pour éclairer la décision de la Commission. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que des principes généraux du droit de l'Union, l'indépendance, la transparence, vont petit à petit être repris et détaillés dans leurs obligations dans les décisions de la Commission. Si je prends l'exemple, par exemple, de l'excellence scientifique, la décision de 2015 précise que cette excellence scientifique qui doit être retenue, qui doit qualifier les experts désignés et composant ces comités, ça précise certes au regard des données scientifiques les meilleures, permettant d'apprécier dans un certain nombre de délais l'état des connaissances scientifiques et des méthodes disponibles, mais
et cela fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure, mais ce principe d'excellence fait aussi référence dans la décision de la Commission à l'idée de performance, hein, au regard du résultat recherché par l'ensemble de ce processus. Donc, la qualité scientifique, le principe d'excellence ne désigne pas simplement dans cette décision la qualité scientifique intrinsèque de l'avis, mais il doit encore, et c'est un autre point intéressant, être suffisamment clair, exhaustif et transparent pour favoriser, et laisser là un autre principe qui en sert, hein, et avec des effets dont nous pourrons parler sans doute négatifs ou probablement négatifs, même si on comprend bien leur utilité, leur légitimité dans le cas de la gestion de Covid. C'est-à-dire que ces données doivent aussi être suffisamment claires pour en favoriser l'efficacité de la communication auprès du public, hein. Donc, et je cite là les propos de la Commission, la donnée, enfin, l'information ici doit être crédible, réelle et permettre de donner une information de crédibilité réelle et perçue du processus décisionnel et notamment du processus d'expertise. Pour la transparence, je vais aller plus vite, mais c'est tout aussi important. Cela se traduit dans cette codification donc précisée par la Commission, par la nécessité pour la Commission, par exemple, de rendre publiques toutes les informations qui sont liées à la préparation des rapports et des avis présentés par les différentes agences ou les comités d'experts, même si là, une analyse plus fine permettrait de relativiser les obligations en ce sens. Un point intéressant encore, la Commission a une obligation d'inciter les meilleurs chercheurs, alors vous verrez si vous avez été incité par la Commission, les meilleurs chercheurs à participer à ces comités scientifiques, hein, justement parce que l'accès à ces groupes d'experts n'est pas parfaitement et bien connu. Pour ne pas trop empiéter sur mon temps, je terminerai en donnant quelques informations importantes. Des informations importantes, pourquoi? Parce que la position, donc la représentation de cette expertise au sein des institutions de l'Union européenne tend vers ce phénomène qu'on appelle le phénomène de l'agenciarisation de l'Union européenne. Cette agenciarisation, on l'observe déjà, l'autorité du marché, l'AME, l'UEMA, ça dépend, l'autorité de l'agence des médicaments, hein, pour les médicaments, et puis ou encore l'EFSA, hein, qui est plus connue, ou l'ECHA pour la question de l'examen du glyphosate, dont on pourra reparler éventuellement, ou accessoirement en tout cas. Cette forme d'agenciarisation, elle est connue pour favoriser une centralisation de la coordination lorsque précisément l'Union européenne ne dispose pas des compétences pour, autrement par sa législation, par un organe, une institution unique, pour agir. Donc c'est une forme de l'action publique européenne, qui est mise en place justement pour garantir l'indépendance, hein, de la production de ces avis techniques, scientifiques. Et pourtant, alors c'est intéressant de le voir sous cet angle, là j'irai vite, parce que ça informe sur le système institutionnel de l'Union, ça modifie, même si c'est un phénomène connu, le système institutionnel de l'Union, mais cela pose aussi des questions en termes de légitimité politique, et j'en dirai quelques mots. L'agenciarisation, on l'observe pas tout à fait. Alors Benoît évoquait l'IRA tout à l'heure, c'est vrai que l'Union européenne de la santé, et c'est un programme, et ça fait partie du programme lancé par Madame von der Leyen lors de son discours sur l'état de l'Union, l'ERA est cette autorité européenne de préparation et de réponse aux urgences sanitaires dont le projet a été lancé donc en 2020 et réalisé comme service de la Commission et donc non pas encore comme une agence, c'est-à-dire qu'on l'a mise en place avant même de poursuivre le processus législatif et politique nécessaire à son institutionnalisation en tant qu'agence. Alors, si quand même, je dirais quelques mots pour signaler que cette ERA aujourd'hui, donc service de la Commission, cherche à répondre à toutes les erreurs ou difficultés rencontrées pendant la crise Covid, et notamment en élargissant le mandat de cette future agence, aujourd'hui service, non seulement à la préparation des mesures, mais aussi à la question de la production de la recherche et de la mise en réseau et en coopération des services et des laboratoires. Alors, il y a ce fameux incubateur, hein, pour la recherche et le développement de l'ERA, pour la recherche et le développement biomédical, hein, qui a déjà été
lancé, y compris comme un peu un fleuron. Et autre point intéressant, c'est que l'ERA va essayer de répondre aux problèmes de gouvernance, hein, justement, de cette recherche en établissant certes un directeur aujourd'hui qui est un DG de la commission, en prévoyant un comité de pilotage politique et le comité de coordination, et en isolant un forum, un advisory forum, qui a pour vocation de réunir donc ces fameuses compétences techniques et scientifiques désignées par les États membres et la Commission, toujours en collaboration avec les autres États. Cette future agence n'est pas anecdotique puisqu'elle bénéficie d'un budget de plus de 1,3 milliard d'euros basé sur différents programmes financiers. Et c'est là qu'il sera intéressant d'observer de près ces différents programmes financiers, puisque ceux-là vont permettre justement de préciser les conditions selon lesquelles ces financements pourront être alloués. Alors, cela répond en particulier... Oui, je vais conclure. Donc, une seule santé, on cherche ici à renforcer le partage des données, à soutenir la fourniture des produits et de la recherche. Je terminerai juste parce qu'il me semble que cela est important. Cette réorganisation institutionnelle et cette représentation des experts dans le processus décisionnel de l'Union est sous contrôle. Une agence, elle est indépendante. Un comité scientifique relève de la commission. Donc il y a toute une analyse et une lecture de la légitimité et du contrôle qui peut être exercé sur ces comités et de la responsabilité qu'ils peuvent ou non endosser. On sait déjà que pour le contrôle juridictionnel, un avis est un fait qui peut être pris en considération par la commission. Mais la commission a un pouvoir d'appréciation large et seule l'erreur manifeste d'appréciation, seules les erreurs grossières pourraient être sanctionnées. Il y a aussi un contrôle politique, administratif. Je signalerai simplement le contrôle budgétaire qui est important puisque le Parlement européen a déjà refusé de signer la décharge budgétaire et donc a refusé à contrôler de façon négative, si je devais simplifier, l'Agence européenne pour le médicament parce que, c'était en 2009, elle présentait des risques potentiels quant à l'indépendance des experts qui avaient fourni telle ou telle évaluation scientifique. Donc, il me semble que ces différents types de contrôle informent à la fois sur l'architecture institutionnelle et sur la gouvernance européenne de la recherche, mais aussi sur les modifications des termes politiques, administratifs et juridiques des institutions de l'Union. Merci. Merci, Karine Abderrahmane. Vous êtes passionnée et vous nous avez passionnés. Donc, on vous écouterait. Alors, selon la belle formule que certains connaissent, que je m'approprie, à ma prochaine réincarnation, c'est promis, je m'inscris à Jean Monnet pour suivre des juristes